Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. la vengeance et la haine? Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. 72e édition de Pourquoi tant de haine? Paul Verbeek à l'antenne de RFM. Pourquoi aujourd'hui tant de haine? Mais peut-être aujourd'hui plutôt non pas la haine, mais le calcul froid. L'instrumentalisation du lien social. En bref, ce que l'on nomme l'ingénierie sociale. Pour y répondre, j'ai la joie d'accueillir Lucien Cerise. Bonsoir Lucien. Bonsoir, j'ai la joie d'être accueilli par toi et l'équipe. Ça nous fait plaisir évidemment. Et Lucien, vous êtes très connu, bien connu des auditeurs qui ont l'habitude d'apprécier, vous entendre retourner les armes de la déconstruction contre les déconstructeurs. Donc aujourd'hui, c'est en qualité d'auteur d'un volume de la série Comprendre, donc Comprendre l'ingénierie sociale, aux éditions Contre-Culture, 138 pages pour 13 €, que nous avons la joie de vous recevoir. Alors c'est un livre qui se présente donc en 5 chapitres plus une préface, une conclusion. Et dans la préface, vous présentez en fait une sorte de parcours pour peut-être expliquer le point de vue duquel vous parlez. Votre réponse ou d'où tu parles, camarade, peut-être. Oui, alors effectivement, l'introduction m'a permis de reconstituer un peu le parcours personnel et philosophique qui m'a amené à traiter ce sujet, ce thème de l'ingénierie sociale. En fait, ça commence avec le domaine artistique, en fait, c'est-à-dire quand on est héritier de la culture européenne, on est héritier du romantisme, du symbolisme, du surréalisme et aussi du psychédélisme, qui se constitue plutôt dans le champ musical que littéraire. Mais tous ces courants esthétiques, tous ces courants artistiques ont comme point commun d'explorer la folie. D'explorer les zones d'ombre de la psychologie humaine, notamment tout le côté un peu délirant, tout le côté psychédélique ou surréaliste. Les termes d'ailleurs sont passés dans le vocabulaire courant. Et tout ce qui n'est pas rationnel, en fait, tout simplement. D'où mon intérêt aussi pour la psychologie au sens général du terme. Après des études de philosophie, je me suis senti un peu limité par la méthodologie philosophique au sens strict. Et je suis allé sur la communication, et la communication permet de faire, on pourrait dire, une synthèse méthodologique, parce que on étudie de façon rationnelle, donc de façon philosophique, des mécanismes psychologiques. La communication, c'est essentiellement de la psychologie. Quand on se plonge dans ce domaine à titre d'étudiant et de semi-professionnel, on se rend bien compte que la réussite d'une campagne de communication, comme on dit, repose bien plus sur les émotions et sur les affects que sur la pensée rationnelle. Donc, au XIXe siècle, donc il y a le courant de la psychologie et de la psychanalyse, bien connu, avec Freud qui émerge, et de la psychologie sociale, avec un texte fondateur de Gustave Le Bon, Psychologie des foules, et qui commence en fait à traiter justement du lien social dans sa dimension irrationnelle. Donc en fait, nous sommes, les sociétés humaines sont toujours proches de basculer dans la folie collective. Et ça, il ne faut pas le refouler. Ça, c'est un peu le problème de la philosophie, je dirais, comme morale, comme ascèse, c'est d'avoir un peu sous-estimé le poids de l'irrationnel, le poids de l'ombre. Là, je reprends un concept de Jung, Carl Gustav, qui parlait de l'ombre comme étant en fait justement en quelque sorte le double irrationnel, le double mauvais du moins conscient. C'est le Doppelganger, en allemand, qui est une figure justement du romantisme, qu'on retrouve chez Maupassant avec le Horla. Toutes ces figures là du dédoublement de personnalité entre un moi conscient rationnel en fait diurne et un autre moi semi-inconscient, semi-conscient et nocturne en quelque sorte. Donc tout ça, c'est ce qui fonde un petit peu, c'est ce qui fait la toile de fond
de toutes les études, enfin de tout ce qui tourne autour des sciences humaines et sociales au XXe siècle. Donc il y a effectivement un peu une déconstruction de la métaphysique, où la métaphysique a une fâcheuse tendance à surestimer la raison, avec un grand R, qu'il ne faut pas négliger, évidemment, on a besoin de ça pour vivre en société. Mais je veux dire, il y a parfois un refoulé. Oui, c'est là. On laisse un peu de côté le devoir-être et on s'intéresse à la société, enfin aux relations sociales telles qu'elles existent et telles qu'elles fonctionnent. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas ce mécanisme-là du retour du refoulé, qui est difficile on ne peut pas de toute façon non plus laisser l'inconscient s'exprimer librement en permanence. Donc il y a toujours du refoulement. Mais voilà, après c'est toujours des questions, on pourrait dire dialectiques, de dosage donc on ne peut pas vivre en laissant l'inconscient s'exprimer librement. Ça c'est l'antipsychiatrie, on va en parler tout à l'heure. Donc il faut refouler l'inconscient, ce qui crée des formes des mécanismes de type névrotique qui nous rendent malheureux éventuellement. Mais vivre en société, c'est refouler justement l'irrationnel, c'est refouler mon désir, en tant que il a ce côté un peu de liberté individuelle, mais qui met en péril aussi l'équilibre social. Ce que vous dites fait penser à ce que, je crois, Nietzsche disait de lui et de Wagner. Il disait, comme lui, je suis un décadent, mais ma différence avec lui, c'est que moi, je le sais. Oui, voilà. Oui, et effectivement, l'œuvre de Nietzsche est un grand geste, comme on dit, pour essayer d'assumer tout le négatif, sans jamais tomber dans le nihilisme. C'est un peu le paradoxe de la pensée nietzschéenne, essayer d'échapper au nihilisme, mais justement en assumant le négatif. Donc là, c'est des grands débats que la philosophie allemande, surtout en fait, a traité avec Hegel, mais ça commence avec les Grecs. Je veux dire, ça commence avec Platon et Aristote. Comment on traite la violence. C'est toujours ça. Parce que en fait, la manifestation, on pourrait dire courante de l'inconscient et l'irrationnel, c'est ce qu'on appelle la violence. En fait. Cela dit, le trop plein de rationalité est aussi une violence. Donc on arrive à la violence dans tous les cas, mais bon. Alors ensuite, votre ouvrage, il se présente sous la forme après avoir posé les bases dans l'ingénierie sociale, comment construire votre réalité. Vous évoquez la cybernétique, ensuite l'utopie, ensuite différentes méthodes, en fait, la planification, le management en tant que discipline, technique en réalité, puis discipline enseignée. Et en fait, on a l'impression que sont à chaque fois des phases différentes d'un polyèdre qui s'appelle l'ingénierie sociale. Et donc, à chaque fois, on a affaire à l'ingénierie sociale, mais qui vient d'un champ de la technique, de la technologie différent. Et que là, un Britannique, ailleurs un Américain, un Allemand, un Russe ou un Français en a été le pionnier. Et en fait, à chaque fois, on éclaire un angle différent de l'ingénierie sociale. Alors, on va peut-être commencer par le commencement sur l'ingénierie sociale comme en fait entreprise de construction de la réalité. Et il me semble que c'est la base et c'est ce qui permet ensuite de tout comprendre. Oui. D'ailleurs, ça trouve des applications maintenant dans le domaine militaire. Je ne sais pas si les auditeurs ont entendu parler de la Red Team. C'est en fait une unité du renseignement militaire français. Ils auraient pu trouver un nom français quand même, mais bref, c'est Red. Comment ça s'écrit En anglais, en fait, Red Team, l'équipe rouge, en fait. D'accord. Oui. Et qui travaille en fait sur des scénarios d'anticipation. Donc pour essayer en fait de travailler en fait sur les scénarios de crise à venir, par exemple, pour mieux les juguler, pour mieux juguler les crises et pour mieux contrôler tous les effets d'entropie, les effets chaotiques. Et il travaille notamment avec des écrivains de science-fiction. Donc là, dans le premier chapitre, je convoque Philippe K. Dick, qui est effectivement une de mes influences majeures, avec Jean Baudrillard, par exemple, sur justement ce concept de réalité truquée. Qui est partout dans l'œuvre de Dick. On voit les personnages de ces romans ou de ces nouvelles vivent une vie à peu près normale, et un jour ils disent mais il y a un problème.
Là, ma femme me ment, mes enfants ne sont pas les miens, enfin, bref, d'un seul coup, on bascule dans la paranoïa, hein, et l'individu, hein, le héros, hein, le anti-héros, souvent, se dit, mais en fait, ma vie n'est pas ma vie. En fait, il y a des gens qui tirent, comment dire, les ficelles, hein, de mon existence depuis toujours, et d'un seul coup, tout s'effondre, hein, et on bascule dans la psychose, en fait, hein, la paranoïa. Qui sont-ils, ces gens qui, en fait, font mine, hein, d'être proches de moi. En fait, c'est un thème de science-fiction assez courant. Bon, l'œuvre de Philippe K. Dick l'a exploité jusqu'au bout, mais on a ça aussi dans Truman Show, hein. Comment distinguer, enfin, le personnage à un moment se dit, mais en fait je suis dans un décor effectivement de studio, et il a pas tort puisque c'est de fait il vit dans une publicité géante. Donc et là en fait ça pose la question de distinguer le réel et le virtuel. Et donc l'ingénierie sociale, hein, là je m'appuie sur Walter Lippmann, hein, donc est quand même une référence du journalisme, enfin du grand journalisme, hein, puisque c'est un prix Pulitzer 1900, je sais plus, 50 ou 60, et qui écrivait dès les années 20, hein, que en fait les médias avaient pour fonction de créer un pseudo-environnement pour le public. Donc là, on est déjà dans, hein, un environnement virtuel. On est déjà dans le métavers, hein, quelque part, hein. Enfin, avant les moyens du métavers, hein, puisque là, c'était les moyens des médias de masse de l'époque, c'est-à-dire la presse, la radio était balbutiante. C'était puisque son livre sort en 1922. Donc, et peut-être, alors le cinéma commençait. En fait, bon, les images animées, ça commençait. La télévision apparaît vraiment dans les années 30, hein, je crois, mais même bon, en fait, bon, mais avec déjà, hein, les moyens du bord, hein, de l'époque, eh bien, un journaliste, hein, chevronné, était déjà capable, hein, de conceptualiser, d'enfermer la population dans ce qu'il appelle un pseudo-environnement. Alors, Walter Lippmann, lui, il décrit le phénomène, il explique comment ça marche. Il constate que ça existe. Oui. Et donc, ça existe avec, je suppose, les moyens de la sélection déjà des éléments de la réalité qu'on présente, le travail sur la connotation. Exactement, oui, voilà, oui. Enfin, après, il y a tout un tas, effectivement, de techniques, en fait, de trucs. Effectivement, bon, par exemple, on connaît, hein, la méthode là du mensonge par omission, hein, qui en fait, c'est difficile à détecter, puisque vous ne mentez jamais. Vous vous contentez effectivement de sélectionner, comme tu viens de le dire. Et donc, ça permet en fait, de tromper sans mentir. Ça, c'est un titre de Bernard-Henri Lévy, hein. Il avait publié un article, hein, si je me souviens bien, il y a quelques années, intitulé "Tromper sans mentir". Bon, il connaît le sujet, hein. Comme la guerre sans l'aimer. Oui, voilà. C'est donc et voilà. Et alors le Walter Lippmann, en fait, publie ce livre intitulé Public Opinion, qui n'a jamais été traduit en français. Faut-il y voir une intention ou pas? Parce que bon, en fait, il déballe tout, mais déjà, toutes les ficelles, hein, de son métier, avec une vraie honnêteté. Là, pour le coup, bon, il y a des gens de l'intérieur du système qui, de temps en temps, bon, se disent, allez, faisons œuvre de philanthropie, hein, et en fait, il déballe tout au grand public, et il dit voilà comment nous construisons l'opinion publique, justement. Hein, c'est essentiellement en façonnant des fictions. Hein, et en enfermant la population à l'intérieur de ces fictions, donc qu'il appelle des pseudo-environnements. Et donc là, je lisais un truc là sur la Red Team, là, donc là, en fait, il récupère aussi là cette notion de multivers, hein, comment fragmenter la réalité en enfermant les individus et les communautés dans leur réalité. Alors, de toute façon, chaque individu vit déjà dans sa petite réalité personnelle. Là, je commente justement Philippe K. Dick là-dessus. Et les communautés se créent leur propre réalité, hein, pour vivre ensemble. Hein, mais une fois qu'on a compris comment ça marchait, eh bien, on peut créer en fait la réalité de quelqu'un d'autre. Alors ensuite, il faut évidemment réussir à faire accepter, hein, fabriquer le consentement, hein, de ma cible humaine à cette nouvelle réalité que je suis en train de lui construire, mais en lui donnant l'illusion que ça vient de lui. Voilà, donc là on arrive sur le piratage, hein, le hacking à proprement parler. C'est-à-dire donner l'impression à votre cible, en fait, qu'elle est autonome et que si elle s'ouvre à vous et qu'elle vous déballe tout, qu'elle vous donne tout,
y compris le mot de passe de son compte en banque, enfin son identifiant, etc. Eh bien, il faut parvenir à donner cette impression que votre cible le fait volontairement. Enfin, et alors Walter Lippmann donc a lui-même aussi inventé cette expression de engineering of consent. Il y a tout dans les bases de l'ingénierie sociale au XXe siècle et dans sa dimension de constructivisme de la réalité sont entièrement présentes dans son livre Public Opinion. Alors on parle beaucoup de Bernays, évidemment, Edouard Bernays, parce que lui il a été traduit en français, donc on le connaît un peu mieux, évidemment. Et Lippmann, reste un petit peu. Alors donc là, effectivement, j'ai fait des traductions inédites, enfin des fragments, évidemment, parce que je crois que je produis à peu près 5 ou 6 citations de Walter Lippmann dans le premier chapitre, qui sont parfaitement inédites. On peut trouver le texte en anglais. Enfin, le texte lui-même en anglais n'est pas inédit en France. On peut le trouver, mais il n'a jamais été traduit. Donc je pense que c'est effectivement parce que parfois après on se trompe, on attribue à tel ou tel auteur l'origine de tel ou tel concept, alors qu'en fait ça remonte chez un autre, mais du fait qu'il est pas connu, voilà, il y a parce que souvent on dit que l'ingénierie du consentement, en fait c'est Edouard Bernays qui aurait inventé ça. Non, il a repris le concept et il l'a fait fructifier, et puis aussi Chomsky l'a repris. Enfin, mais le point de départ, c'est chez Lippmann et en particulier dans ce livre. Donc ça, voilà. Ça c'était le premier chapitre qui est peut-être le plus personnel, sur les 5 chapitres. Enfin, hormis l'autobiographie là, qui sert d'introduction. Donc c'est le chapitre où j'ai poussé en fait ma démarche conceptuelle le plus loin possible. Dans les autres chapitres, je fais œuvre plus de pédagogie et d'historien, où là je restitue les fondements historiques et puis j'essaye de clarifier le flou sémantique sur la notion de social engineering, parce que effectivement, en fait, c'est un terme qui recoupe plusieurs choses. Là, j'ai pris le temps dans le bouquin justement de clarifier à chaque fois et de reconstituer la généalogie des significations connotées en fait. Si on reste un petit peu sur l'ingénierie sociale comme construction de la réalité, vous en venez à la détermination en fait de ce qui est essentiel dans une vision du monde, dans une réalité telle qu'elle est perçue, de façon autonome ou pas, par un individu. C'est l'existence d'un clivage fondamental à travers lequel il voit toute chose, finalement. Après, ça peut être plus, évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus raffiné, mais au bout d'un moment, les choses elles reviennent à un clivage fondamental. Alors, j'ai 2 questions, là. Est-ce que vous pouvez développer ce point, celui du clivage fondamental pour la vision du monde ? Et puis, ensuite, une petite question personnelle. Quel a été votre clivage fondamental quand vous avez été... Quel est, en tout cas, le clivage fondamental qui vous a animé quand vous avez rédigé comprendre l'ingénierie sociale ? Oui. Alors, donc là, on va rentrer dans la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, pour enfermer quelqu'un dans une réalité virtuelle, il faut lui faire adopter un clivage fondateur. Pourquoi ? Parce que une réalité, c'est toujours malgré tout. Alors j'essaie de définir justement qu'est-ce qu'une réalité en règle générale. Voilà. Une réalité, c'est un clivage fondateur. C'est-à-dire en fait, et alors là c'est un peu le génie, par exemple des auteurs de la Bible. Dieu commence par opérer des clivages fondateurs. C'est comme ça qu'il crée le monde, c'est-à-dire la réalité. Donc ça, c'est l'intuition, géniale en fait des auteurs de la Bible, c'est-à-dire d'avoir compris que effectivement au début est ceci, cela. Alors au début est le verbe. Ça c'est pas dans la Genèse, c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, dans la Genèse, au début, entre les deux, il y a des philosophes qui ont pris en main. Oui. On va dire ça comme ça. Il y a la pensée grecque. Voilà. Ouais. Et donc, mais Dieu sépare le ciel et la terre, Dieu sépare ceci, Dieu sépare cela. Donc voilà. Et puis ensuite, alors ça permet de créer en fait un espace visuel déjà, enfin un espace intentionnel. C'est un espace. En fait, on fait le mind mapping de la cible. Oui, ouais. On fait sa cartographie mentale. Voilà. Effectivement, il y a là, c'est-à-dire qu'on parle d'écosystème pour les écosystèmes en 3 dimensions, l'environnement matériel, mais
par-dessus l'environnement matériel, nous avons notre environnement psychique, hein, et qui peut écraser l'environnement matériel, ce qu'on appelle une idéologie. Hein, quand mon environnement mental l'emporte sur l'environnement matériel, ça veut dire que finalement ma vision des choses l'emporte sur le réel. Hein, une vision, c'est toujours une construction, etc., etc. Et donc, à partir de là, la question, c'est, en fait, fondamentalement, l'ingénierie sociale ne prend pas le contrôle du réel, mais de la représentation du réel, et pour ensuite peser sur le réel. Et pour prendre le contrôle de la représentation du réel, il faut prendre le contrôle de toute représentation en général. Et une représentation, qu'est-ce qu'une représentation en général ? En fait, c'est toujours fondé sur un clivage sujet-objet. Donc, je dois poser un clivage fondateur qui sera en fait modelé sur le clivage fondateur lui-même entre moi et le reste. Le reste de ce que je vais exprimer. On peut donner des exemples, je sais pas. Alors, par exemple, le chrétien de gauche, quel est son clivage fondateur ? Je prends une catégorie un peu comme ça. Ensuite, venons à Carl Schmitt. On passe de la Genèse à Carl Schmitt, qui en fait, optimise en fait cette idée là du constructivisme et de ce que j'appelle moi le reality building. Alors je me suis un peu amusé à inventer un concept anglais, mais bon. Donc cette construction de la réalité. Donc Carl Schmitt dit le geste fondateur de la politique, c'est de désigner un ennemi. Donc le geste fondateur de la création d'une réalité politique, c'est de désigner un ennemi, parce que ça va permettre à l'affectivité de se regrouper sur une cible, et ça va créer des liens entre tous les individus, tous les acteurs qui auront la même cible, et ça va nous créer une solidarité en fait sur le dos en quelque sorte d'une cible commune dont la culpabilité n'est pas forcément réelle. Ce qu'on appelle ensuite le bouc émissaire. Et là, bon, je développe pas trop, mais je mentionne quand même René Girard, qui est incontournable sur ces questions-là. Parce que René Girard a produit un des concepts fondateurs et fondamentaux de l'ingénierie sociale. C'est comment prendre le contrôle des rivalités mimétiques. Quand Carl Schmitt, parce qu'on peut combiner Schmitt et Girard, en fait, quand Carl Schmitt dit voilà, il faut désigner un ennemi, en fait, ça revient. En fait, si je traduis ça dans le vocabulaire de René Girard, ça revient en fait à désigner une cible, bouc émissaire, c'est-à-dire une rivalité mimétique. Donc à façonner, à mettre en place une rivalité mimétique dans laquelle je vais faire rentrer un maximum de monde. En fait, donc le groupe, la communauté que je suis en train de créer, aura le même ennemi. Et donc, en fait, ils auront aussi, tous les individus de cette communauté, ils auront les mêmes amis et les mêmes alliés. Donc, on crée du lien social convergent, de la solidarité, en désignant, en fait, une divergence fondamentale, donc un clivage fondateur. Et c'est toujours dialectique. En fait, il n'est pas possible de ne pas avoir d'ennemis, en quelque sorte, au moins mentalement. Le monde parfaitement apaisé, stable, etc. existe pas. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les communautés, à un moment là dans le chapitre 3 sur ingénierie sociale et utopie, je rapporte en fait des communautés Walden, inspirées de Skinner, qui est un des principaux penseurs de ce qu'on appelle le conditionnement. Et en fait, Skinner voulait créer justement une société sans violence, donc une société sans ennemis, où on serait tous frères, etc. En fait, le problème, c'est que ça ne marche pas. Quand c'est mis à l'épreuve, quand c'est testé concrètement sur le terrain, il y a toujours l'irrationnel qui revient, les pulsions, les instincts, etc. On peut évoquer les expériences d'autogestion aussi, sauf cas remarquables, pas très concluantes. Et le seul moyen de faire taire à l'intérieur d'une communauté les pulsions d'agressivité latentes, c'est de les réorienter sur un ennemi commun, réel ou fictif, avec donc en toile de fond cette notion de bouc émissaire qu'on peut mobiliser avec René Girard pour construire en fait. Là, on voit très bien, par exemple, en ce moment, Macron est en échec sur tous les fronts, sur tous les plans. Donc, il nous désigne un bouc émissaire, c'est la Russie. Voilà. Donc, pour recréer du lien macroniste, en fait, sous sa tutelle, en fait, parce que sinon, en gros, la communauté dont il avait, en quelque sorte, pris le contrôle mental,
en fait, risque de se retourner contre lui. Donc, pour que ça n'arrive pas et qu'il ne finisse pas massacré par les gens qui l'ont aimé, en quelque sorte, il est obligé de désigner un ennemi extérieur. Donc, il a en fait intuitivement et de façon semi-consciente, de façon subliminale, il active, en désignant la Russie comme l'ennemi numéro 1, il active en fait tous ces mécanismes d'ingénierie sociale, en fait, qui sont semi-conscients la plupart du temps. Et alors, ça peut être comment dire ça, tous ces mécanismes peuvent être appliqués sur le long terme ou sur le court terme. Bon, là, en l'occurrence, concernant Macron, c'est plutôt du court terme. En fait, c'est un truc, en fait. Son but, c'est de tenir jusqu'en 2027. C'est ça. Puis en plus, il a quasiment avoué la technique en parlant sans arrêt de guerre, que ce soit pour le Covid, contre la Russie. Donc, effectivement, c'est même dans le texte de la désignation de l'ennemi, quoi. Voilà. Et c'est le seul moyen. Il n'y a plus que ça. Enfin, je veux dire, en fait, parce que sinon, si on revient dans le réel, et que l'on sort, en fait, de tout ce qui est projection mentale, de type triangle de Karpman, par exemple. Enfin, ça, c'est aussi un concept là que j'utilise, auquel je fais mention. C'est en fait que, en gros, bon, c'est un psychologue en fait, qui rattaché au courant de l'analyse transactionnelle, qui modélise donc le lien social selon 3 places, le bourreau, la victime et le sauveur. Et en fait, à un certain niveau de relations affectives, on a tendance à vouloir tout réduire à ces 3 places dans nos relations sociales. En fait, les manipulateurs doués savent faire un usage intensif, quasiment industriel, de ce triangle de Karpman, qu'on appelle aussi triangle dramatique, parce que ça permet donc en quelque sorte, de créer, des dramaturgies subliminales, plus ou moins conscientes, pour ensuite, en quelque sorte, effectivement, en fait, produire des effets de radicalisation, par exemple. Ça, c'est un usage. C'est ce que le langage populaire français appelle le pompier pyromane. Créer le problème pour avoir l'air de venir apporter une solution. Voilà, oui, ça aussi, c'est une technique assez gestion de crise. La gestion du changement, conduite du changement. Conduite du changement, voilà, la conduite du changement, là, qui en fait, là, je pose la question, là, dans les premières pages, en fait, en réalité, c'est comment faire changer quelqu'un qui n'en a pas besoin. Parce que c'est ça, en fait, l'ingénierie sociale, la plupart du temps. Pas besoin, pas envie non plus. Oui, voilà, oui, parce que en fait, il y a un certain nombre de recettes qui apparaissent spontanément au fil des siècles, et qui n'ont pas besoin d'évoluer. Il y a un certain nombre de constantes anthropologiques, pour utiliser un terme un peu savant, mais qui sont apparues au fil des millénaires et qui n'ont pas besoin d'être modifiées. Eh bien, l'ingénierie sociale se donne pour objectif de les modifier, voire même de faire une table rase. Alors ça, c'est le LGBT, par exemple. Avec le mariage homosexuel, là, on fait une table rase sur l'hétéronormativité, qui a été sélectionné déjà par la biologie, premièrement, et puis ensuite, c'est au fondement du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire la capacité pour un enfant à maîtriser ses pulsions. C'est de savoir que il est un petit garçon et non pas une petite fille, et inversement. La petite fille est une petite fille, elle n'est pas un petit garçon. Et en outre, et ça c'est la première étape du complexe d'Oedipe, la deuxième étape c'est je suis l'enfant de mes parents. Donc je ne couche pas avec mes parents. Il n'y a pas de mélange en fait incestueux, d'où le tabou de l'inceste, etc. Donc les deux interdits majeurs, les deux délimitations structurante du psychisme, c'est l'hétéronormativité. Il y a des hommes et des femmes, et ça ne peut pas changer sans arrêt. Et je ne peux pas me réveiller le matin en me disant tiens, aujourd'hui je serai une femme ou un homme. C'est la folie en fait, c'est la psychose. Donc première délimitation majeure au niveau psychique, c'est l'identité de genre, ou l'identité sexuelle, on peut dire, oui. Oui. Et puis, mais qui suppose donc en fait effectivement une certaine stabilité dans le temps, c'est-à-dire en fait une forme de fixisme. On n'est pas dans le transformisme protéiforme permanent. Et puis l'autre tabou majeur, l'autre limite majeure, c'est celle des générations. Et tout ça, alors, quand ce n'est plus respecté, c'est le chaos. C'est le chaos mental.
le chaos mental, dont le pouvoir fait un usage, là encore. On va revenir là-dessus, oui, parce qu'on va développer à l'occasion d'une autre phase du polyèdre. Mais avant celle-là, on va s'intéresser à la cybernétique, si vous le voulez bien, Lucien. Alors, c'est une approche qui est extrêmement intéressante et qui pouvait nous expliquer d'où vient ce terme, d'où vient le terme, ensuite la discipline, la technique, puis le discours sur cette technique qui présente beaucoup d'intérêt, là, effectivement, quand on veut comprendre l'ingénierie sociale. Alors, le concept a été inventé par Platon dans les lois, livre 11 de mémoire, où Platon, souvent les œuvres de Platon sont des dialogues. Donc il y a un des personnages inventés par Platon qui dit, voilà, bon, on peut gouverner un bateau, mais on peut aussi gouverner l'équipage du bateau, et on comprend dans le contexte de la discussion qu'en fait, c'est une approche qui ne distingue plus vraiment le bateau et l'équipage. C'est un système. Donc la cybernétique, en fait, c'est synonyme de l'approche systémique. Un système qui, en fait, ne distingue plus vraiment entre le sujet et l'objet. Puisque le bateau, c'est l'objet, l'équipage du bateau, c'est les sujets. Mais on peut effectivement avoir une approche qui ne distingue plus les deux, mais qui considère en fait le sujet et l'objet en fait comme les deux pôles d'une réalité unifiée. Et un des points essentiels, c'est que c'est donc une approche qui va finir par considérer le matériau humain, justement comme un matériau aussi prévisible et inerte que les réactions de la physique des matériaux. Oui, tout à fait, oui, puisque en fait, bon, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, en fait, l'approche systémique n'a pas de fin. Enfin, je veux dire, en fait, on peut, passer de système en système de façon concentrique, du plus petit jusqu'au système solaire, par exemple, et considérer que nous sommes une partie. Enfin, finalement, l'espèce humaine est juste un élément d'un système matériel plus vaste. Et donc là, on aboutit finalement à ne plus distinguer le vivant et le non-vivant. Le vivant est une partie d'un système plus vaste, et la distinction entre vivant et non-vivant est une distinction de degré, mais pas de nature. En fait, ce sont juste des inversions, en fait, comme on inverse le contenant et le contenu, etc. Comme là, dans le premier chapitre, à un moment, là, je mentionne justement le fait que le réel, en général, est considéré comme le contenant et la fiction, le contenu. Mais en fait, dans l'expérience, on pourrait dire humaine, bien souvent, le contenant est irréel, le contenant est fictif, et c'est le réel qui devient un contenu. Un exemple pour illustrer ça? Justement, par exemple, quand l'idéologie prend le pas sur l'analyse des faits, eh bien, les faits deviennent des contenus d'une expérience plus vaste qui contient une expérience plus vaste, donc idéologique, donc en fait lourdement fictive, et qui va en quelque sorte devenir le contenant. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre est complètement fictif, idéologique, et de temps en temps, il y a des petits morceaux de réalité qui se baladent dedans. Voilà, oui. C'est pour ça, en fait, c'est assez. En fait, les films, là, le Matrix, etc., et puis bon, toute l'œuvre de Dick, là, effectivement, repose la plupart du temps sur cette inversion du contenant et du contenu. C'est-à-dire que le contenant, en fait, c'est la fiction. La fiction est générale, et à l'intérieur, il y a des bouts de réel. Qui subsistent et qui peuvent être utilisés, voilà. Donc ça, c'était là en fait, et la cybernétique procède elle aussi en fait à une inversion, alors dans un autre registre, et une inversion justement entre la priorité entre le vivant et le non-vivant, par exemple, ou plus exactement, il y a un lissage en réalité, c'est-à-dire qu'en fait, le point de vue cybernétique n'accorde aucune priorité au vivant. Et les objets, plus ou moins animés, puisque bon, maintenant, nous vivons au quotidien avec des objets plus ou moins animés. En fait, les automates, par exemple, sont des objets, j'appuie sur un bouton et boum, 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 il y a une série d'opérations
qui vont se faire toutes seules. Donc ça va sur la robotique, sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, nous vivons au contact d'objets de plus en plus animés, ou comme les petits aspirateurs là en forme de crêpe là qui bougent tout seuls dans les maisons. Enfin voilà, bon, et qui eux donc appliquent un principe de cybernétique, c'est la rétroaction, puisque quand ils se cognent contre le mur, bon bah voilà, ils partent dans une autre direction. C'est le moment où il est contrôlé par le réel, ouais. Voilà. Enfin, voilà, c'est-à-dire que la cybernétique considère que finalement il n'y a qu'une différence de degré entre le vivant et le non-vivant. C'est pas une différence de nature. Et il y a en plus un dénominateur commun entre le vivant et le non-vivant qui finalement nous unifie plus qu'il ne nous divise. C'est-à-dire que la cybernétique perçoit plus d'unité entre le vivant et le non-vivant, c'est-à-dire entre le sujet et l'objet, entre l'humain et son outil, puisque à la fin c'est à ça qu'on arrive. La cybernétique perçoit en fait une unité systémique entre l'humain et son outil. Donc là, on arrive encore une fois sur les scénarios de science-fiction, là, les 2001. Enfin bref, quand nos outils, en fait, c'est-à-dire nos ordinateurs et nos robots se retournent contre nous. C'est-à-dire en fait, quand l'outil s'autonomise par rapport à son inventeur. Bon, ça c'est un prolongement de la vision cybernétique. C'est-à-dire qu'en fait, l'outil s'humanise en quelque sorte. Nos outils, en fait, commencent à nous répondre comme s'ils étaient autonomes. Et donc, en fait, le rapport spontané aux outils et aux machines, en fait, c'est que nous sommes les maîtres, voilà, et nous avons affaire, en fait, nous gérons un parc d'esclaves. Enfin, je veux dire, mon rapport à mon ordinateur, c'est pas un rapport entre des sujets. J'ai un objet là et je le traite comme un objet. Donc, eh bien, figurez-vous qu'il y a des avocats qui réfléchissent aux droits des robots et qui commencent à envoyer une petite musique, comme quoi, en fait, ce rapport aux machines est un rapport esclavagiste. Et oui, ça commence à monter dans les milieux transhumanistes un peu wokistes, puisque le wokisme c'est la grande égalité entre les humains, les animaux, entre les hommes, les femmes, etc., entre tout et tout. En fait, le wokisme est cybernétique, et je voyais ça. En fait, il y a des universitaires de la côte ouest des États-Unis là, avec des piercings dans le nez, etc., et des cheveux bleus, qui commencent à dire non, mais il va falloir donc réfléchir, en fait, à mieux traiter nos ordinateurs et nos robots. Parce que nous les avons créés pour être nos esclaves. Maintenant, ils pourraient se rebeller. On pourrait voir une révolte, un Spartacus issu de l'intelligence artificielle, qui mènerait la lutte pour la libération des machines. Alors tout ça, c'est des scénarios de science-fiction. Je veux dire, il y a combien de films ont été réalisés sur ce scénario. Bon, mais le problème, maintenant, c'est en train de passer dans la réflexion universitaire. Et la réflexion universitaire, c'est les universités, c'est des think tanks en fait qui préparent ensuite l'opinion publique. On peut même dire que ces gens-là sont si j'ai un aparté, mais c'est des idiots utiles, puisque en réalité, c'est comme pour les droits des animaux. C'est-à-dire que derrière les droits des animaux, il va y avoir des porte-paroles, il va y avoir des avocats, des cabinets qui vont être bien formés pour les prendre en charge, faire tirer de l'argent de ces causes-là. Oui. Et donc, et eux, ce ne seront pas des idiots utiles. Ils y voient leur intérêt très sonnant et trébuchant. Mais ils ont besoin des imbéciles à nez percé, à cheveux bleus pour... Mais cela dit, comment dire, cette vision cybernétique, pénètre quand même assez haut. Enfin, je veux dire, ce n'est pas uniquement, un outil justement de bêtification des masses. Il y a de plus en plus de gens de pouvoir qui y croient, sincèrement. Et on l'a vu dans la modélisation des comportements en matière épidémiologique au début du covidisme. Oui. Finalement, avec les fameuses projections. Oui, enfin, comment il s'appelait là, je sais plus. Un Britannique, je crois. Oui, je sais plus Gallagher ou je me souviens. Enfin bref, effectivement, là, un mec là effectivement alors lui, il y croyait moyen parce qu'à un moment, il a été pris en flagrant délit. Il était sorti de chez lui, pour aller voir sa, je sais plus quoi, sa maîtresse. Oui, parce qu'il s'était exclu de l'objectification. Oui. C'est Neil Ferguson, si je me souviens bien, l'épidémiologiste là qui
Mais non, surtout, en fait, là, c'est que on voit par exemple que cette vision, on pourrait dire, c'est un peu ce que Alain Soral traitait dans comprendre l'époque. Hein, Oui, l'égalité, en fait, pourquoi l'égalité? Voilà, cette fascination de l'égalité et ce totalitarisme de l'égalité qui aboutit aujourd'hui à la féminisation des armées, par exemple, hein, en dépit de l'efficacité. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Je veux dire, voir carrément là maintenant l'homosexualisation des armées. Voilà, les soldats LGBT, hein, et puis les soldats handicapés. Donc en fait, non mais on comprend pourquoi là un jour Macron a pu dire que l'OTAN était effectivement, je sais plus quoi, à moitié mort. Enfin, en état de mort cérébrale. En état de mort cérébrale. Bon, c'est peut-être la seule chose véridique qu'il ait dit de sa vie, mais toujours est-il que bon, maintenant nos armées, en fait, les militaires vont être obligés de s'adresser à des sociétés militaires privées, en fait, hein, c'est-à-dire en fait des mercenaires. Oui, voilà, pour faire parce que en fait l'idéologie wokiste, hein, elle-même fille de la cybernétique, en fait, a infusé tout le système au plus haut niveau. Le sommet du pouvoir croit en ses propres bêtises, en fait. Et l'ingénierie sociale n'est guère que la méthode appliquée pour, en fait, nous faire passer donc d'une société inégalitaire, parce que c'est la sélection naturelle sélectionne des inégalités, hein, voilà. Donc d'une réalité inégalitaire, d'une réalité anthropologique inégalitaire, à une nouvelle réalité construite après une table rase, hein, évidemment, mais qui elle serait entièrement un produit de culture et entièrement égalitaire. C'est-à-dire que la nature, là c'est ce que je récapitule dans le chapitre 3, hein, avec donc ingénierie sociale et utopie, la pensée utopiste est un immense combat contre la nature. Parce que la nature, hein, c'est les pulsions qu'on ne contrôle pas, c'est la violence, c'est les inégalités. Et ça fait horreur à des gens, parfois bien intentionnés, qui se disent oui, mais trop c'est trop, il faudrait, en quelque sorte, nous voulons une société pacifiée, nous voulons une société bonne, etc. Et ça, c'est un vieux rêve, hein, bon, qui commence encore une fois avec Platon. Hein, on va organiser la société scientifiquement pour en extirper le mal. Hein, avec un grand M. Sauf qu'il n'était pas égalitaire, Platon. Non, c'est vrai. Alors, effectivement, c'est une utopie inégalitaire. Mais comme tout le monde, malgré tout, hein, obéit, hein, à une structure, quelque part, bon, c'est... ça, c'est le propre des sociétés traditionnelles, archaïques et hiérarchiques, de faire en sorte qu'au sommet, soi-même, on est soumis. Oui. Oui. Et c'est ce qui permet de respecter, malgré tout, en fait, justement, ces constantes anthropologiques, hein, cette nature dont nous sortons, hein, et qui, elle, est profondément inégalitaire. Mais bon, on voit des fous, en fait, hein, qui prennent le contrôle des universités et qui, eux, veulent imposer leur fantasme égalitariste. Et donc, c'est voilà, ça peut... Et tout ça, en fait, ça passe par, justement, donc, au prisme, en fait, hein, de la cybernétique, notamment, et de l'ingénierie sociale comme méthode, hein, pour créer ce vaste processus, hein, de gestion, hein, des choses, hein, puisque les vivants, finalement, sont placés à égalité avec les non-vivants. Hein, donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste des choses. Enfin, on sait plus trop comment distinguer, quoi. Il y a des unités, là, des trucs, quoi, des machins. On sait pas comment désigner ça, en fait. Hein. Il y a des êtres, quoi, voilà. Donc, il reste des êtres, en fait, hein, donc il va falloir gérer, hein, de la façon la plus précise possible, hein, puisque c'est une approche scientifique. Donc, alors, pour en sortir, pour faire dérailler dérailler la cybernétique, si on peut dire, il faut que les individus exercent leur pensée de manière réflexive, dialectique, et ils soient de plus en plus nombreux à le faire, quoi. Mais justement, alors ça, c'est précisément, hein, ce que l'approche cybernétique essaye d'éradiquer. Hein, c'est la conscience réflexive, hein, pour justement programmer les comportements de manière non réflexive. C'est le chapitre 2, hein, là où je développe ça. Et en fait, c'est toutes les techniques finalement de radicalisation appliquées, hein, pour fabriquer, hein, du terroriste, par exemple, fabriquer du fanatique. Hein, il faut retirer, hein, la boucle de rétroaction. En fait, parce que les rétroactions, en fait, hein, c'est le retour d'information, le retour d'expérience. Et ce retour, donc c'est ce qu'on appelle la conscience réflexive. Quand je peux traiter
de façon réflexive mes propres erreurs, eh bien, je peux modifier mon comportement. Si on si on transpose ça en termes logiques, en fait, on peut dire que la cybernétique qu'on construit des groupes sociaux où en fait les individus ne pensent que de manière hypothétique ou déductive, c'est-à-dire qu'on les a programmés, on leur a donné le logiciel, ils le suivent, mais si jamais il sort de la déduction, mais il passe à l'induction, c'est-à-dire qu'il voit un élément du réel qui contredit, non, ça rentre pas, il faut surtout pas qu'il soit capable de le traiter. C'est ça. Voilà. Et donc de remettre en cause, d'amender totalement ou partiellement la matrice, en fait. Là, on peut dire le mot, ouais. Et il y a même un mot en trop là dans ce que tu dis quand tu. Non mais en fait t'as raison. Enfin, tu dis hypothético-déductive. En fait, mais en réalité, le but c'est d'arriver au déductif pur. Oui, bien sûr, il y a plus d'hypothèse. Il y a même plus de confrontation minimaliste, même au réel. Tout à fait, oui, c'est trop. Donc ça et en fait malgré tout quand parce que c'est la définition du réel de Lacan, c'est le réel c'est quand on se cogne. Donc malgré tout quand on se cogne, comment interpréter? Puisque finalement, là, il y a une contradiction. Donc, comment un fanatique va-t-il gérer les contradictions? Eh bien, en accusant, en fait, un bouc émissaire. Voilà, donc alors là, j'ai des cas concrets, en fait. Là, j'étais en septembre dans le Donbass, et je rencontrais des soldats. Donc j'étais dans un press tour organisé. Il y a Alain là qui était au mois de mai aussi avec Frank Pengam. Donc là c'était mon tour au mois de septembre. On a rencontré des soldats et en fait à un moment on discutait avec des soldats ukrainiens mais qui se battent maintenant aux côtés des Russes. Et quelqu'un leur a demandé c'est quoi la différence finalement entre en quelque sorte l'armée ukrainienne et l'armée russe. Donc le mec a répondu, le soldat a dit, en fait, la chaîne de commandement en Ukraine, enfin dans l'armée ukrainienne, n'autorise pas les remontées d'informations. Donc il n'y a pas de rétroaction. Donc en réalité, on est dans justement la radicalisation, le fanatisme, et donc le règne du déductif. C'est-à-dire qu'on est dans la programmation unilatérale, et donc en fait, quand il y a quelque chose. Quand les soldats constatent sur le terrain qu'une opération n'est pas possible et qu'ils font remonter l'information à leur hiérarchie, la hiérarchie dit « on s'en fout. On s'en fout, vous allez vous battre ». D'où les massacres et le nombre de victimes. Et comme il pouvait comparer les deux chaînes de commandement, l'ukrainienne et la russe, il a dit dans l'armée russe, eh bien les supérieurs hiérarchiques nous écoutent. Et donc, voilà, c'est ce qui permet de corriger le tir. Voilà. Et ça, c'est le point de départ de la cybernétique, en plus. Le point de départ historique, puisque Norbert Wiener a été sollicité par l'État profond, par le complexe militaro-industriel. Ah oui, c'est passionnant. C'est la guerre du Vietnam. C'est à ce moment-là, je crois. Non, c'est même avant. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Ah, dès la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, oui. Et en fait, Norbert Wiener, mathématicien, spécialiste des systèmes autorégulés ou je sais plus quoi, donc est contacté par le complexe militaro-industriel américain pour améliorer les tirs, les tirs de projectiles des armées américaines. C'est en fait pour travailler sur la balistique, optimiser la balistique. Parce que quand une pièce d'artillerie ou même quand un véhicule en fait tire une munition, il y a toujours un effet de choc en retour, un effet boomerang. Et donc il faut réussir à calculer le plus précisément possible ce choc en retour, ce blowback, qui ensuite va donner le terme de feedback, donc de rétroaction. Il faut être capable de calculer ça justement pour le minimiser, pour augmenter la précision du tir. Parce que j'ai fait un peu de tir en club, effectivement, quand vous tirez, en fait, c'était arme de poing. Quand vous tirez, la main recule et en fait modifie en temps réel la trajectoire de la munition qui va sortir du pistolet ou du revolver. Donc, alors, au début, on n'y croit pas parce que ça va tellement vite, mais en fait, si. En fait, même si c'est infinitésimal, même si c'est quasiment insensible, alors faut se représenter en fait quand c'est multiplié par la taille, sur des gros calibres, et voire pire sur des véhicules en mouvement. Voilà, avec une cible elle-même en mouvement. Voilà.
Donc voilà, donc Norbert Wiener a d'abord effectivement mis sur pied sa théorie, enfin sa méthode, en réalité c'est même pas une théorie, enfin c'est mais une méthodologie d'optimisation de la précision des tirs de l'armée des États-Unis. Et donc et ensuite il y a des intellectuels américains qui se sont dit tiens, c'est intéressant ça, parce que philosophiquement il y a quelque chose à faire avec ça. Et donc c'est le rôle des conférences Macy, MACY, pendant une dizaine d'années, des intellectuels issus des sciences humaines et sociales vont travailler à transposer cette cybernétique un peu sèche et surtout monothématique dans tous les domaines de la société, comme une immense méthodologie de traitement des chocs en retour en politique, ou dans la vie au quotidien. C'est-à-dire comment réduire les effets boomerang, comment réduire les rétroactions négatives en travaillant sur les rétroactions positives, là, pour le coup. Mais positives pour qui c'est toujours pareil. Parce que là, si on fait une métaphore, en réalité, le peuple, eh bien, c'est la pièce d'artillerie. Voilà. Et le pouvoir, c'est l'artilleur, c'est le soldat, voilà. Et donc là, on voit en fait, en quelque sorte, qu'il y a un travail pour réduire le plus possible les effets boomerang en politique, c'est-à-dire en fait les effets de contestation. Et qui soit une courroie de transmission neutre et la plus neutre possible. Voilà, c'est-à-dire que le peuple en fait soit juste un outil efficace, sans effet de rétroaction négative. Donc sans blowback, sans effet boomerang, sans choc en retour. Là, on voit, en fait, c'est l'instrumentalisation, voire la militarisation, mais bon, le terme, ou d'instrumentalisation est plus général, de la population comme un outil qui doit permettre à une oligarchie quelconque de réaliser des projets de transformation du monde. Et donc, il faut effectivement transformer l'humain en robot, là, ce stade. Si, en fait, votre but, c'est d'utiliser la société, en fait, comme un outil, comme un gros outil, vous devez déjà, premièrement, bien comprendre ces nuances, pour respecter. C'est comme une mécanique complexe, quand même, une société, surtout à notre époque, mais même déjà en 1943, il y a déjà quelques dizaines d'années, on était déjà dans des sociétés complexes avec des contradictions à gérer, des nuances à respecter, etc. Donc il faut réussir à modéliser la société comme un immense mécanisme que l'on va régler le plus précisément possible pour aboutir à des projets de transformation du monde. Et alors justement, il y a des types de sociétés ou des types de phénomènes sociaux qu'il est encore plus difficile de modéliser et de rendre prévisibles. C'est tous ceux qui tiennent à des cultures, disons, traditionnelles et héritées, et qui résistent à l'homogénéisation. Et c'est un sujet que vous abordez dans le livre. D'où la promotion de la société de consommation qui, par l'uniformisation, essaie de les éradiquer. Là c'est un auteur américain auquel je dois beaucoup, c'est Stuart Ewen qui parle de ça, qui est toujours vivant en fait. On l'avait contacté avec un éditeur pour rééditer son livre majeur intitulé Conscience sous influence. Et il dit bien que il le démontre dans son livre. En fait, il fait l'histoire de la société de consommation. Il dit la psychologie des peuples traditionnels et notamment des peuples immigrés tous qui ont peuplé l'Amérique du Nord, qu'ils soient européens, africains ou asiatiques, etc. En fait, la mentalité traditionnelle empêchait l'émergence de la société de consommation, parce que la mentalité traditionnelle est plutôt tournée vers l'austérité, et vers l'économie, l'épargne. On est tous des écureuils en quelque sorte, puisqu'on vit dans un environnement hostile ou indifférent, et donc on travaille. Plus ou moins selon les latitudes, mais bon. Oui. Mais bon, on est en quelque sorte dans le calcul sécuritaire. On est dans la recherche de sécurité. Et donc, il met en évidence, en fait, l'émergence d'une société fondée, finalement, sur la dépense, sur l'endettement, sur, finalement,
la négligence de la sécurité, hein, ce que Soros appelle la société ouverte, hein, à la suite de Karl Popper, hein, que je commente beaucoup d'ailleurs dans le bouquin, et donc une société en fait qui donc est fondée sur la consommation. Et il montre bien dans son livre que il y a eu un véritable projet, hein, de remplacement des mentalités traditionnelles qui faisaient les États-Unis encore jusqu'au début du XXe siècle par le nouvel homme de la consommation. C'est-à-dire, en gros, le American Way of Life, c'est-à-dire donc cet idéal fondé sur l'endettement, l'obsolescence programmée, hein, et la consommation perpétuelle d'objets dont on n'a pas forcément besoin, en fait, était devenu et a été conceptualisé par Washington, enfin par le pouvoir politique, main dans la main avec les publicitaires, hein, des agences de New York, hein, sur Lexington Avenue, je sais plus, enfin il y a une grande avenue à Manhattan où vous avez toutes les grandes agences publicitaires. Alors là, c'était dans les années 20, et donc ils ont donc le pouvoir suprême aux États-Unis a vraiment travaillé à l'élaboration consciente, méthodique, hein, rationnelle d'une société post-traditionnelle. Comment s'intitule le livre de Stuart Owen, pardon ? Conscience sous influence. Conscience sous influence. Et donc, il fait remonter notamment, et là, il rejoint Edouard Bernays, hein, quand il fait remonter le féminisme militant, hein, à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en fait, pour vendre des produits, vendre des objets, bon, le corps féminin est finalement un outil, en quelque sorte, hein, bien plus efficace que la masculinité. C'est-à-dire qu'en fait, les modèles traditionnels, enfin les sociétés traditionnelles reconnaissaient comme figure d'autorité plutôt un vieux barbu à la morale austère. Eh bien, le capitalisme remplace le vieux barbu austère par une jeune femme vêtue légèrement, ou en tout cas plutôt agréable à regarder, et qui va vous vendre, je sais pas quoi, une paire de chaussures ou une nouvelle machine à laver. Donc là, ça a donné des idées, hein, à un collectif situationniste dont je m'étais pas mal inspiré, la Tikkun, qui avait justement travaillé sur la jeune fille, hein, comme nouvelle figure de l'autorité dans le monde capitaliste. Ça, c'était un collectif en fait d'ultra-gauche, hein, dans les années 2000. À l'époque, il y avait encore de la pensée à l'ultra-gauche. Bon, on peut penser aussi, justement, pour rester dans la gauche, en tout cas ce qui était à l'époque la gauche, à Pier Paolo Pasolini qui disait que finalement, quand il regardait l'Italie de son époque, des années 60, les jeunes gens qui étaient embrigadés à l'époque du fascisme dans les chemises noires ou les balilas rentraient chez eux au village pratiquement indemnes, parce que finalement la teinture du régime fasciste était sur leur mentalité un après superficiel, alors que la société de consommation était un bulldozer qui transformait. Il disait ça en parlant de son expérience de Frioulin, hein, de jeunes Italiens originaires de cette région d'Italie, à côté de l'Autriche et de la Slovénie. Et il était stupéfait par la puissance, effectivement, d'arrasement, en fait, de la société de consommation sur les modes de vie et sur les consciences. Et que, en regard, le fascisme lui semblait finalement d'une innocuité relative intéressant pour la part d'un communiste. De toute façon, c'est ce que je rappelle, hein, aussi dans le bouquin, c'est que en fait le capitalisme est en réalité progressiste et que les trois grands totalitarismes du XXe siècle, hein, c'est-à-dire alors le fascisme, le nazisme et le communisme, en réalité étaient très conservateurs au niveau des mœurs. Hein, donc bien que le communisme se soit revendiqué, hein, officiellement progressiste, hein, mais le communisme était progressiste en théorie et conservateur en pratique, là où le capitalisme a toujours été conservateur en théorie, hein, aussi, hein, en pure théorie, mais progressiste en pratique. Effectivement, et donc c'est l'invention, hein, là, dans les années 20-30, là, pendant l'entre-deux-guerres aux États-Unis, d'un nouveau mode de contrôle social qui n'est plus, hein, autoritaire, et donc qui rejette, hein, le fascisme, le communisme, etc., et qui est propose une nouvelle forme de contrôle social, non plus par l'autorité, mais par le plaisir.
Voilà, donc là, on bascule dans l'hédonisme de cette société de consommation fondée sur l'hystérie permanente. Enfin, je veux dire, toute l'imagerie publicitaire, c'est l'exultation permanente. Les gens poussent des cris de joie, ils sautent en l'air en permanence. Enfin, je veux dire, quelle mouche les a piqués, quoi. Mais c'est incroyable en fait quand on y pense. Mais quand on regarde cette imagerie publicitaire là, qui façonne l'inconscient collectif, vraiment, depuis les années 80, c'est le sourire obligé. Premièrement, c'est ce qui dégoûtait, pour ceux qui regardaient Arte dans les années 90, pour ceux qui ont 40 ans et plus, c'est ce qui dégoûtait Heiner Müller, qui était donc le dramaturge est-allemand, volontairement resté en Allemagne de l'Est, quand il allait d'aventure visiter l'Ouest. Il disait les gens, on a l'impression qu'ils sont dans une espèce d'hystérie en permanence, ça le dégoûtait. Donc, même s'il était de temps en temps un peu embêté en Allemagne de l'Est, il préférait y retourner. Oui. Bah ça, enfin, effectivement, quand on a un peu la pratique là, des deux systèmes, on voit bien, il y a un système austère où les gens font la gueule. Encore aujourd'hui, en Russie, à Moscou. On se dit, mais ils ont vraiment pas le sens du commerce, que ce soit à la caisse ou ailleurs. Enfin bon, ils font tous la gueule. On a l'impression qu'ils sont pas sortis là encore sous Brejnev. C'est ça, voilà, que c'est encore des fonctionnaires soviétiques alors même s'il y a une pénétration, évidemment. Alors ça, c'est ce que Dugin dénonce, avec en article, en livre ou en prise de parole, c'est cette pénétration justement du libéralisme en Russie. Alors libéralisme là, c'est au sens commercial certes, mais aussi au sens anglais. Philosophique. Parce que en fait, c'est un truc. Bon, là, il y a beaucoup de Français ne le savent pas ou ne le comprennent pas. C'est que libéral en anglais, enfin dans le contexte anglophone, c'est de gauche. Alors que en France, pour nous, les libéraux sont tous de droite. On a du mal, en fait. Ça c'est une histoire des comment dire ça, des signifiants, une histoire des concepts. Il faut un peu de temps pour s'adapter, en fait. Et Dugin fait use du terme libéral au sens anglophone. Mais effectivement, ça c'est un mode de vie, en fait. Comment dire, léger, où rien n'est jamais sérieux. C'est dans la 4e théorie politique, là, Dugin dit, en fait, le vrai fascisme, c'est le surf. Enfin, quand il dit fascisme, là, c'est au sens, la vraie violence politique, c'est le surf. Tu vois, on ne s'arrête jamais, on glisse, voilà, j'ai trouvé ça génial, quoi. Résume, enfin, c'est Deleuzien, en fait, parce que Deleuze avait le sens, justement, de ces formules. Oui, il y avait des images, des formules. Ouais. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de quelque chose qui pourrait donner l'illusion des bonnes intentions, d'un compromis raisonnable, et qu'il est peut-être parfois aussi, c'est ce que vous appelez l'ingénierie sociale partielle, le travail social. Parce que ça se donne un peu, ça a l'air de jouer franc jeu, enfin, voilà. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est probablement la définition la moins connue de l'ingénierie sociale, parce que, alors effectivement, le livre m'a donné l'occasion de clarifier le sens des mots et puis de faire une histoire des connotations, parce qu'il y a l'ingénierie sociale au sens des grands travaux sur le lien social pour faire une table rase et puis comment dire un peu façon Great Reset. Ça, c'était vraiment une opération d'ingénierie sociale. Enfin, je commente évidemment cette période-là de nos existences dans le bouquin. Il y a l'ingénierie sociale au sens du piratage des consciences. Ça, c'est issu des milieux du hacking, du piratage notamment Kevin Mitnick, en fait, qui s'est approprié cette notion de social engineering dans son domaine de spécialité. Au début, on voit pas trop le rapport entre les grands travaux sur le lien social, la refonte du lien social, et puis le piratage. Après, on voit que pour, bien souvent, reconstruire le lien social, il faut passer par du piratage pour fabriquer le consentement des peuples à leur propre piratage et à leur propre transformation. Et alors, c'est ce que Karl Popper, un des principaux penseurs de l'ingénierie sociale, justement, rejette. Et il distingue deux formes d'ingénierie sociale, les grands travaux un peu totalisants, ce qu'il appelle l'ingénierie sociale holistique, donc les grands travaux sur le lien social pour finalement créer une nouvelle humanité,
un nouvel homme. Il dit non, mais ça c'est toujours totalitaire et ça crée beaucoup de souffrance et voilà. Mais pour ne pas abandonner l'idée d'un volontarisme et d'une action volontaire sur le lien social, il invente la notion de piecemeal social engineering, c'est-à-dire d'ingénierie sociale modeste en quelque sorte, limitée, partielle et toujours en contexte et non plus au niveau global. Et alors ça a donné des idées, notamment dans le domaine du travail social, puisqu'il existe un diplôme d'ingénierie sociale en France, notamment. Et là, vous n'apprendrez pas à devenir le maître du monde. Vous n'apprendrez pas non plus à pirater la CIA ou le Pentagone, comme le faisait Kevin Mitnick dans les années 90. Non, vous apprendrez tout simplement à réinsérer des marginaux. Et donc là, vous allez devenir un technicien du lien social, mais pour réparer justement un lien social qui a été décomposé, ou qui a été attaqué par les aléas les accidents de la vie. C'est-à-dire que là, l'idée étant en fait de réparer, de reconstituer une insertion sociale, mais de façon technicienne, avec une approche assez froide et rationnelle, pour ne pas tomber dans, je sais pas quoi, l'empathie hystérique, mais bon, pour essayer d'avoir une vision la plus neutre possible, la plus professionnelle possible. Et là, bon, il y a toute une littérature là-dessus. Je rapporte le livre le plus connu, là, piloté. Enfin, c'était un livre avec 3 auteurs. Et notamment piloté par Vincent de Gauljac, qui est une référence dans tout ce qui est essentiellement, sur les questions de souffrance au travail, en fait. Il était assez célèbre là, il y a une vingtaine d'années là-dessus. Et quand vous obtenez ce diplôme d'ingénierie sociale en France, eh bien, ensuite vous travaillez, en fait, à des objectifs limités de reconstruction d'un lien social et d'une psychologie qui ont été donc détruites et qui ont été abîmées par alors ça vous aurez un public de marginaux, je sais pas, toxicomanes, ou migrants, réfugiés, etc. Des gens qui se retrouvent effectivement en demande d'insertion sociale. Mais ces ingénieries sociales partielles, elles peuvent très bien entrer trouver, disons, chaussures à leurs pieds à l'intérieur d'un plan, d'un dessin d'ensemble qui, lui, correspond à une ingénierie sociale globale. Bien sûr, oui, parce que après l'insertion des migrants et en gros ce que prévoit Soros pour l'Europe ou les choses comme ça, quoi. Mais complètement. Enfin, je rapporte justement là, je mentionne un article de la plume de Soros lui-même, George Soros, qui a été l'élève de Karl Popper. Donc il était bien placé pour voir tout ça de l'intérieur, et qui est écrit en 2011 dans un article publié sur le site Les Échos. Il a dû l'écrire en anglais, j'imagine, en premier. Enfin là, c'est la version française. Je rapporte la citation avec la ligne HTTP, avec l'adresse URL. Et Soros dit lui-même, oui, l'Union européenne a été conçue selon les principes d'ingénierie sociale de Karl Popper. Mais alors, ce qu'il dit pas, c'est, je sais plus s'il le dit dans la suite de l'article, mais il dit bien, voilà, en gros, des objectifs limités ont été en fait compartimentés, ont été additionnés pour fabriquer le consentement des peuples et des gouvernements nationaux, en fait, à leur insertion dans un programme plus vaste. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il dit, c'est que voilà, il fallait fabriquer le renoncement à la souveraineté des États-nations d'Europe, et comme c'était pas possible de le faire en claquant dans les doigts d'un seul coup, ça a été fait en appliquant des méthodes d'ingénierie sociale partielle, c'est-à-dire par étapes. Donc là, le stratagème est avoué. Je rapporte la preuve. L'ingénierie sociale, l'Union européenne a été conçue de cette façon-là pour en fait fabriquer à la fin notre renoncement total à la souveraineté, mais en procédant par étapes, et donc en fabriquant le consentement au renoncement par étapes à la souveraineté. Et là, donc Soros est bien placé pour savoir ce qu'il, il est dans les coulisses, depuis un certain temps, et donc s'il dit ça, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des informations de première main. Effectivement, et donc l'ingénierie sociale par étapes, c'est-à-dire piecemeal, c'est-à-dire effectivement par petits morceaux, peut être mise au service d'un projet
plus vaste et donc de façon encore une fois dialectique. Hein, on utilise deux choses contradictoires pour produire un effet, une synthèse finale, quoi. Mais oui, effectivement, alors ça, c'est probablement la définition la moins connue quand même, qui peut effectivement être combinée, hein, en fait, hein, aux deux autres définitions, hein, à savoir les grands projets utopistes, hein, de changement de l'humanité et le piratage. Hein, de fait, là, c'est l'ingénierie sociale par petites étapes qui sert d'outil de piratage, hein, des peuples, en fait, pour les faire consentir au renoncement à leur propre souveraineté dans le cadre d'un immense projet d'automatisation de la société de type Great Reset, de type grande réinitialisation. Parce que à la fin, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, le but pour le pouvoir, c'est d'automatiser la société, automatiser le comportement des individus et les individus additionnés, automatiser le comportement des sociétés composées d'individus eux-mêmes automatisés. Donc c'est la programmation en réalité. Hein. On traite l'humain vraiment comme une machine. Hein. Et pour ça, il faut supprimer effectivement la conscience réflexive. La conscience réflexive permet de se reprogrammer. Hein, c'est précisément ça qu'il faut éviter. Donc il faut fabriquer des dingues en fait, enfin des fanatiques qui fonctionneront comme des machines. Hein, et qui se taperont la tête contre le mur, enfin jusqu'à en mourir quoi en fait. Hein. C'est en fait des soldats ukrainiens. Il faut fabriquer des soldats ukrainiens. Bon, c'est pas par hasard que tout vient de Bruxelles là, à ce niveau-là. Enfin, je veux dire l'OTAN comme l'Union européenne. Hein. Ils bossent ensemble, ils appliquent les mêmes méthodes de programmation sociale, donc ou d'ingénierie sociale, de piratage social et Parmi les choses qui m'ont frappé dans vos derniers chapitres, il y a comment l'ingénierie sociale traite les opposants, hein, et donc traite la divergence. Et ça semblait très intéressant. Donc vous avez déjà développé dans d'autres micros, ou celui-ci, il y a quelques années, le cas de la bleuite, hein, à partir que vous aviez évoqué dans un de vos précédents ouvrages, ce qu'on appelle l'encerclement cognitif. Hein, et là, vous avez davantage développé le cas des méthodes de la Stasi. Ça me semblait très intéressant. Donc, comment par l'encerclement cognitif, on muselle, on détruit les opposants, la divergence. Oui. Alors donc il y a deux concepts. Hein. Il y a donc l'encerclement cognitif. Donc ça, j'ai trouvé ça sur à l'EGE, hein, l'école de guerre économique, hein, qui a travaillé là-dessus. Alors là, l'idée, en fait, c'est de vous isoler. Hein, c'est un peu synonyme, en fait, d'isolement diplomatique, hein, et puis en fait, pour vous faire douter de vous-même et de votre propre légitimité. Donc, il s'agit en quelque sorte de vous encercler sur le plan psychologique, hein, même si vous n'êtes pas encerclé physiquement. Hein, mais si vous intériorisez, hein, que vous êtes finalement minoritaire et encerclé, et donc finalement potentiellement vaincu, hein, bon, eh bien, en fait, ça va inhiber votre action, hein, et vous allez éventuellement, finalement, accepter votre défaite avant même d'avoir combattu. Hein. Ça, on revient à Sun Tzu. Hein, enfin, il faut le mentionner aussi. Hein. C'est comment vaincre l'adversaire sans combat. Hein. Sun Tzu ne se pose que cette question. Hein. Donc, comment le vaincre psychologiquement, hein, pour ne même pas être obligé, hein, de le frapper physiquement. Et donc, alors voilà, donc la bleuite, bon, ça c'est bien connu, je sais pas, je reviens dessus ou rapidement. On peut rappeler que c'était pendant la guerre d'Algérie. Hein, voilà, bon, le renseignement français lance une opération, hein, psychologique, hein, appelée la bleuite, qui consistait en fait à faire monter la paranoïa chez les Algériens, en lançant une rumeur comme quoi il y avait au sein du FLN, hein, donc au sein des Algériens indépendantistes, des agents infiltrés au service des Français. Alors qu'il n'y en avait pas. c'est ça qui est fabuleux. Et là, on revient chez Philippe Cadic. Hein. C'est-à-dire que le renseignement français a réussi à enfermer les Algériens, enfin le FLN, dans une réalité virtuelle paranoïaque. Hein, une réalité truquée. Et donc ça a fait des dégâts. Oui, parce qu'ils ont commencé, en fait, les Algériens ont commencé à s'accuser mutuellement. Hein, en fait, alors au même niveau, mais aussi en fonction de la hiérarchie. Enfin voilà. En fait, ça a complètement désorganisé, hein, en faisant monter la méfiance
Et là, on vient sur mon apport personnel à l'ingénierie sociale. Ça, c'est en fait finalement la seule chose neuve que j'apporte véritablement, indépendamment de l'histoire ou voilà, c'est que en réalité, l'ingénierie sociale, ça consiste tout simplement à prendre le contrôle de 3 types de relations: la confiance, la méfiance et l'indifférence. Quand vous devenez maître dans la manipulation de ces relations, eh bien, en fait, vous faites à peu près ce que vous voulez avec les autres. C'est-à-dire que vous pouvez créer des conflits triangulés, donc comme la bleuite, au sein d'une communauté, en faisant monter la méfiance. Mais vous pouvez aussi faire du team building, du management. Vous pouvez créer des équipes, donc de la convergence, en faisant monter la confiance. C'est-à-dire qu'une équipe efficace, c'est une équipe où tout le monde fait confiance à tout le monde. Et ça, en fait, ça c'est du management élémentaire. Donc en fait, l'ingénierie sociale, c'est pas uniquement détruire l'adversaire, c'est aussi, par exemple au sens du travail social, créer un esprit d'équipe, créer le sens du collectif, en respectant les sensibilités, etc. En fait, c'est ni plus ni moins que être un bon entraîneur de foot. Le bon entraîneur de foot, dans une équipe de foot, dans un sport collectif en général, d'ailleurs c'est pas que le foot, mais il sait que certains joueurs sont naturellement des attaquants et d'autres sont plutôt naturellement des défenseurs. Et puis il y en a 2 qui sont des bons copains, qui passent la balle. Et puis il y en a un qui sera mieux dans les caisses, qui a une mentalité de gardien. Voilà. Et en fait, il faut être capable de saisir toutes les aptitudes naturelles des gens. Pas forcément des aptitudes naturelles, mais des aptitudes, des inclinations naturelles, des tendances déjà naturelles, et savoir combiner ça dans un équilibre parfois instable, mais en tout cas pour que chacun soit à sa place, chacun soit heureux d'être à sa place et heureux de partager en fait un destin commun avec d'autres qui sont pas comme lui. Mais où tout le monde converge. Donc voilà, donc la bleuite, c'est faire monter la méfiance dans un groupe, donc ingénierie sociale négative. L'ingénierie sociale positive, c'est créer de la confiance, et ça permet effectivement d'avoir des applications, c'est-à-dire de réinsérer quelqu'un en fait qui a été marginalisé, voilà. Et puis l'indifférence. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir cultiver aussi, pour mieux pirater notre cible. C'est-à-dire que quand en fait vous arrivez à vous entourer finalement d'un costume d'indifférence, en fait d'une cape d'invisibilité, comme dans Harry Potter, on ne vous voit pas arriver. Et donc en fait, l'indifférence là, c'est synonyme d'inattention. C'est-à-dire que quand les gens sont indifférents à votre présence, ils ne vous voient pas, et vous pouvez commencer à les pirater, puisque en fait vous ne serez pas perçu comme un agent actif, ni en positif ni en négatif. On peut appliquer tout ça, là, d'ailleurs c'est très intéressant, à une communauté très visible et présente dans les institutions politiques et la vie politique médiatique française. Son jeu aujourd'hui entre indifférence, empathie et antipathie, là, est un peu complexe et risqué et à analyser. Bon, on laisserait nos auditeurs tirer leurs propres conclusions à ce sujet, peut-être. Oui. Et puis en plus, elle fait des émules, cette communauté. Oui. Je veux dire, elle n'est plus toute seule. Elle n'a plus le monopole, en fait, du lobbying. Exact. Alors, là, on n'a peut-être pas le temps de développer le cas de la Stasi, mais c'était intéressant. C'est-à-dire la façon dont la sécurité d'État, la police politique en Allemagne de l'Est faisait pour organiser de la méfiance autour des opposants. C'est ça. En fait, c'est-à-dire que la Stasi, en fait, a lancé une grosse opération de bleuite en Allemagne de l'Est. Voilà. Et avec des moyens colossaux, puisqu'ils avaient un citoyen sur 10 qui travaillait pour eux. Donc, voilà. Et donc, donc, quand ils avaient repéré en fait un ennemi du régime, en fait, ils lui appliquaient justement ces méthodes-là de paranoïa provoquée, pour en fait marginaliser, pousser cet individu jugé nuisible en fait éventuellement au suicide. C'est-à-dire en fait en l'encerclant psychologiquement et en le faisant douter de tout. Y compris de lui-même, jusqu'à la dépression et peut-être jusqu'au suicide. Donc ça a été testé effectivement par la Stasi pendant un certain nombre d'années.
Et c'est alors ce que je dis en fait après dans le même chapitre, c'est que en fait en réalité la plus grosse opération, hein, alors je précise, en allemand ça s'appelait Die Zersetzung en fait, hein, le terme. Alors, en français ça veut dire la décomposition. Donc ça consistait en fait à prendre à savoir décomposer l'univers social, hein, d'un individu ou d'une organisation. Hein, dans l'exemple que je rapporte, enfin dans la citation que je rapporte, je rapporte, alors c'est les archives, hein, de l'Allemagne, enfin de l'Allemagne actuelle, quoi, en fait. Hein, donc les archives de la des renseignements fédéraux. Donc les Bundesnachrichtendienst. Donc et je rapporte donc une description en fait faite par des professionnels du renseignement allemand. Mais bon, j'en conclus pour dire qu'en réalité cette grosse opération documentée historiquement en fait a été appliquée aussi à l'Ouest en contexte capitaliste et avec une ampleur à mon avis largement supérieure parce que c'était pas 30 millions de personnes. La RDA, c'était une population de 30-40 millions à peu près. Bon, non, nous on nous a appliqué ça en Occident, boum, voilà. Donc c'est Amérique du Nord et Europe de l'Ouest. C'était même moins de 20 millions, je crois, l'Allemagne de l'Est. Donc l'écart est encore plus grand. Et effectivement, vous dites que en fait la révolution sexuelle des années 60-70, on va dire, c'est une opération de création de confiance illimitée. Voilà, et de Zersetzung, donc en fait de décomposition, c'est en faisant monter le désir individuel et et en justifiant, en essayant de légitimer l'expression sans limite du désir individuel, d'où les slogans de mai 68, parce que en fait cette grosse opération qui commence avec le psychédélisme, l'antipsychiatrie, le courant de l'antipsychiatrie. Alors l'antipsychiatrie, c'est quoi? C'est un courant de psychologie anti-freudien. Et en fait anti-lacanien aussi, enfin bref, qui déteste tout ce qu'il y a d'un peu conservateur finalement, d'un peu répressif. Voilà, répressif, exactement, en fait, chez Lacan et voilà. Freud. C'est-à-dire en fait la répression du désir comme condition de la civilisation. Je veux dire, ça c'est ce que dit Freud, littéralement. Si l'enfant n'apprend pas dans les premières années à réprimer son désir, notamment faire pipi, faire caca n'importe où, en fait, il ne peut pas se civiliser. Reposant sur la distinction au départ, les distinctions préalables que vous avez. Oui, voilà. Ouais. Donc le désir, pour être structuré et civilisé, doit subir une forme de répression. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de vivre. Mais disons que c'est une question de dosage, encore une fois. Mais voilà. Donc par contre, il y a effectivement des choses fondatrices qu'il faut réprimer, notamment l'inceste. Ça, c'est terminé. Ça, l'enfant doit comprendre. Je ne coucherai pas ni avec papa ni avec maman. Et puis comment dire ça, les fonctions excrémentielles. Ça aussi, je veux dire, voilà. Et donc l'antipsychiatrie n'aime pas ça. Elle trouve que c'est pas bien. Il faut. Voilà, elle aime bien le pipi et le caca, et elle cultive l'inceste si ça correspond à mon désir. En fait, ce qui apparaît dans les années 60 et qui est théorisé par Félix Guattari notamment, représentant de l'antipsychiatrie dès les années 60, et par son acolyte, donc Gilles Deleuze, donc philosophe bien connu, philosophe de Paris 8 en fait, associé en fait à l'université expérimentale issue de mai 68, Paris 8 Vincennes, et ensuite déménagé à Saint-Denis. Et donc, Deleuze a fait toute sa carrière quasiment à Paris 8. Moi-même, j'étais étudiant, mais après sa mort, enfin, donc j'étais entre 97 et 2005, si je me souviens bien, ou 2004. Bref, et il y avait, tous les signes, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. C'est-à-dire cette association étrange, finalement, entre, par exemple, les musulmans et le LGBT. C'est bon, d'où ça sort ça? Moi je peux vous le dire, moi je l'ai vu se mettre en place à la fin des années 90, dans les années 2000 à Paris 8. La fameuse intersectionnalité. C'est ça, voilà, oui. Et puisque en fait Paris 8, alors je reviens sur l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, fondamentalement, qu'est-ce que dit ce courant d'idées? C'est que en fait il faut cesser de distinguer le normal et le pathologique. Le pathologique est une autre forme de normalité. Donc en fait, il n'y a plus de différence entre les gens normaux et les fous. En fait, on est tous soit normaux, tous fous, ou alors tous fous. Parce que en fait, c'est encore une fois ce fantasme d'égalité, qui en fait, puis évidemment. l'individualisme. Ouais.
C'est ça, voilà. C'est ça, voilà. Et donc on retrouve tout ça ramassé dans les slogans de mai 68. Il est interdit d'interdire, jouir sans entrave. Tout ça, là on voit bien. C'est en fait le sujet roi. Enfin le sujet, et après ça donne l'enfant roi, évidemment. Nous sommes aujourd'hui les dépositaires, ce qu'on appelle l'ensauvagement, les phénomènes de décivilisation qu'on observe au quotidien, avec des enfants hyperactifs, etc. Et puis et des enfants qui deviennent maintenant criminels. En fait, le déploiement de pulsions criminelles dans une population de plus en plus jeune, c'est un effet direct de mai 68 et de l'antipsychiatrie. Comme en tant que travail d'ingénierie sociale pour décomposer une société, un peu à l'image de ce que la Stasi a fait avec la Zersetzung et de ce que les renseignements français ont fait en Algérie, là, en fait, en faisant monter finalement la paranoïa. Donc, en fait, au FLN, donc en fait, en atomisant la structure sociale, en l'individualisant. Et si possible, alors l'antipsychiatrie va plus loin puisque elle essaie de rentrer dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, finalement, l'antipsychiatrie vous dit que en fait vous n'êtes peut-être même pas unifié avec vous-même. D'où ce fantasme chez Deleuze et Guattari du schizophrène heureux. Pour eux, en fait, finalement, alors la nouvelle figure de l'autorité. Alors, ce n'est plus le vieux barbu austère, c'est même plus la jeune femme, enfin la jeune fille, en tout cas la figure de séduction. Non, c'est le schizophrène, le psychotique, qui prend ses désirs pour des réalités. Il a le droit. Et vous n'avez pas le droit de lui dire « Non, mon gars, tu n'es pas un oiseau, et si tu sautes par la fenêtre du 5e étage, tu tomberas. » Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Et ça donne aujourd'hui, concrètement, mais 40 ans après Deleuze et Guattari, 50 ans même, parce que l'anti-Oedipe, c'est 72, maintenant, ça y est, c'est dans le droit, en fait. Enfin, les xénogenres, là, qui disent, bon, moi, ce matin, en fait, là, c'est par exemple, quelqu'un qui dit, je suis une femme ou je suis un homme. On ne peut plus lui dire. On ne peut plus lui dire, non, c'est faux, vous êtes un homme, voilà. Là, on a vu ça à la SNCF, là, puisque les pronoms personnels sont masculin-féminin, ne doivent plus être utilisés. Donc ça y est, on y est. On est dans la société des fous. On est dans la schizophrénie généralisée. Ça y est, c'est dans la loi. Voilà. Et la France est à la pointe. Bon, il y a toujours les États-Unis. Mais comme les États-Unis ont toujours 20 ans d'avance, on peut se demander si, justement, Trump n'est pas une réaction, en fait, contre, justement, ce wokisme et cette folie au pouvoir. Justement, Trump avec tous ses défauts, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il incarne ? En fait, il incarne un système autoritaire. Qu'est-ce que Trump incarne au niveau de l'inconscient collectif ? Il incarne à peu près la même chose que Poutine de l'autre côté de l'océan, c'est-à-dire une figure donc d'autorité patriarcale et donc de limite à l'expression du désir. Donc ça rend évidemment la gauche complètement dingue. Et effectivement, donc là on peut transposer ça dans tous les dans tous les débats politiques. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on a avec le wokisme, enfin ce tournant là de cet avatar ultime de l'antipsychiatrie, c'est qu'on a effectivement on a basculé de monde puisqu'on n'est même plus dans le monde où on peut discuter avec des opposants parce qu'on a encore un vocabulaire commun, un code commun qui nous permet de désigner la réalité de manière plus ou moins consensuelle, avec évidemment toutes les nuances idéologiques, philosophiques que l'on veut, mais là, il n'y a même plus de monde commun. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de monde commun. Mais c'est le but affiché, là, dans le résumé là, de qu'est-ce que la schizoanalyse, en fait. Parce que, alors, donc, pour l'antipsychiatrie, pour Deleuze et Guattari, donc, le schizophrène, c'est la figure, c'est le nouvel homme. C'est l'avenir de l'humanité, c'est la schizophrénie. Donc, en fait, un psychisme divisé. Et un psychisme divisé au point d'héberger des personnalités contradictoires. Et donc, Deleuze et Guattari ont inventé une méthode pour accélérer encore le développement de la schizophrénie dans les sociétés humaines. Ils ont appelé ça la schizoanalyse, qui porte bien son nom. Schiz, c'est la fissure. L'analyse, c'est la division, quoi. Et je rapporte leur définition de la schizoanalyse, c'est produire du multiple pur, sans jamais réunifier le multiple produit. Donc là, on est... en fait, c'est la destruction joyeuse
de toute possibilité de vie sociale. Et là, on en vient à un point que vous marquez fortement et qui est très important, il me semble, et on en finira peut-être avec cela, c'est que ce multiple pur, évidemment, crée un chaos absolu. On ne peut réintroduire de la gouvernabilité que par de la rigidité autoritaire. Et donc, puisque plus personne n'a de colonne vertébrale, on donne un exosquelette technologique à tout le monde. Alors là, je vais mobiliser encore Lacan, qui disait « Ce qui n'est pas symbolisé revient dans le réel ». C'est-à-dire qu'en fait, quand les structures ne sont pas intériorisées, on est obligé de les matérialiser dans la réalité physique. Encore une fois, pour poser des limites. C'est par exemple la multiplication des ralentisseurs sur nos routes. Pourquoi ? Parce que en fait, il n'y a pas d'auto-limitation de la vitesse chez les pilotes. Vous voyez, donc en fait, moins l'individu est capable de s'auto-réguler, de s'auto-limiter, et plus il faut lui poser des limites extérieures. Alors ça, c'est un phénomène spontané qui arrive justement avec le libertarisme, enfin le libéralisme libertaire au sens de Kluskar, c'est-à-dire mai 68. Dans la mesure où, par exemple, en fait, les individus qui composent la société ne peuvent plus auto-limiter leur liberté. Bon, il va falloir leur poser des limites extérieures. C'est comme un sale gosse qui fait un caprice, qui veut un jouet dans un supermarché, vous lui collez une claque, et puis voilà, vous posez des limites extérieures. Alors ça, c'est d'abord un mécanisme, on pourrait dire, involutif, un mécanisme de décadence, qui est plus ou moins conceptualisé, enfin qui l'est totalement en réalité, en fait, puisque là, de fait, la schizoanalyse et tout ça, ça a été théorisé de manière parfaitement explicite. Mais ensuite, vous pouvez en plus donc conceptualiser l'étape suivante, c'est après avoir entièrement décomposé la société, en fait, vous pouvez, malgré le problème de cette décomposition, c'est que vous arrivez à la société liquide, au sens de Zygmunt Bauman, voire la société gazeuse. Et ça, c'est difficile à contrôler. Et quand vous êtes vous-même un ingénieur de la société, eh bien, en fait, là, vous avez affaire à une rétroaction négative. C'est-à-dire que vous avez vous-même fabriqué un objet que vous ne contrôlez plus. Vous voyez, parce que ça, en fait, si vous provoquez les conditions d'une société de schizophrène, en fait, vous en perdez le contrôle à un moment. Et surtout, il n'y a plus d'efficacité. Enfin, vous perdez toute efficacité sur le plan justement de l'utilisation cybernétique de cette société. Et donc, vous n'avez d'autre choix que pour rétablir de l'efficacité et du contrôle que d'imposer en fait une technocratie, enfin une technologie qui elle va effectivement en quelque sorte poser de nouvelles limites, mais des limites extérieures à des comportements qui ont été déstructurés de l'intérieur et qui sont devenus finalement, qui sont passés à l'état gazeux. Et en fait, la structure extérieure de type passe sanitaire, par exemple, et de tout ce qui est toutes les transformation. méthodes d'infantilisation, enfin tout ce qui passe par de l'infantilisation dans notre environnement quotidien, sur des gestes qui étaient intériorisés et parfaitement, exécutés de façon autonome. Aujourd'hui, on nous parle comme à des enfants pour nous demander de les faire. Ou nous obliger à les faire. Oui. Et en plus, donc, avec donc une part croissante de la numérisation. C'est-à-dire qu'en fait, progressivement, en fait, on va passer justement d'une infantilisation, mais avec des personnes réelles, en fait, à une infantilisation, mais avec des IA, en fait, qui s'adresseront à nous comme à des enfants. Enfin, ça a déjà commencé. Donc là, on voit en fait un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire en fait, donc de moins en moins de structures intérieures et de plus en plus de structures extérieures. De structures contraignantes, quoi, en fait. C'est toujours la gestion de la contrainte. En fait, soit vous intériorisez un système de contraintes, donc un système éthique, un système qui va contraindre votre comportement, soit vous ne l'intériorisez pas, mais à ce moment-là, vous allez vous heurter au réel, qui va se rappeler à vous comme une contrainte matérielle. Et là, le pouvoir peut jouer avec cette dialectique. Je dis, voilà, c'est la dialectique entre
la dissolution et la coagulation. Dissoudre et coaguler, bon, là c'est l'alchimie et la franc-maçonnerie qui ont beaucoup travaillé là-dessus, parce que la franc-maçonnerie, ce n'est rien d'autre que de l'ingénierie sociale. C'est rien d'autre que ça, en fait. Quand on étudie un petit peu, on voit, en réalité, tout le fatras, le folklore ésotérique vise, en réalité, en fait, à transmettre des idées qui, en elles-mêmes, sont très pratico-pratiques, et dont le but est uniquement de faire du contrôle social, justement en déstructurant les personnes de l'intérieur pour mieux les contraindre et les encadrer de l'extérieur. Et dissoudre et coaguler, c'est que ça en fait. Alors bon, il peut y avoir d'autres applications aussi. Comme je disais, par exemple, une équipe, comment faire perdre une équipe qui gagne. Bon, en faisant monter la méfiance, et donc en la dissolvant, pour ensuite éventuellement la recoaguler avec de nouvelles relations de confiance, donc un nouvel agencement et une nouvelle architecture, un nouvel organigramme de l'équipe en question. Un mot de la fin, Lucien, en guise de conclusion. Alors moi, j'avais une question à vous poser. Ça aurait été, disons, pour ne pas avoir une ingénierie sociale de retard, laquelle vous voyez se dessiner, sur laquelle on n'a pas encore peut-être suffisamment réfléchi ou... En fait, je pense qu'on sous-estime, on n'a pas assez réfléchi sur les rétroactions négatives que le pouvoir commence à subir à cause finalement de son manque de formation peut-être. C'est-à-dire que effectivement, il nous traite comme des objets et il ne se rend pas compte que ce faisant, il nous rend inefficaces. Donc moi, ce que je vois, c'est une montée de l'inefficacité en Occident. Oui, concrètement, effectivement, la tiers-mondisation, les infrastructures qui se cassent la figure, l'entretien qui n'est pas assuré, ou parce qu'on n'a plus d'équipes compétentes. Et puis l'idéologie woke, c'est-à-dire en fait, en gros, on ne sélectionne pas les gens pour leurs compétences réelles, mais pour leur identité. Il faut, par exemple, la parité homme-femme. Donc en fait, dans certains métiers, les hommes ont plus, je dirais, d'appétence, en fait, sont plus doués pour certains métiers, et les femmes sont plus douées pour d'autres métiers. Bon, ça doit cesser, il faut la parité, et donc on va mettre des hommes incompétents à la place de certaines femmes pour occuper certains postes, et on mettra donc des femmes incompétentes pour occuper d'autres postes. Et là, et ça peut aller jusqu'au délire LGBT appliqué dans l'armée, comme on disait tout à l'heure. Donc là, on voit que en fait, l'idéologie l'emporte sur l'efficacité. Et donc, il y a nécessairement, automatiquement, des rétroactions négatives qui affaiblissent le pouvoir. Là, on voit bien, je veux dire que là, l'OTAN patauge en Ukraine. Ils n'y arrivent pas. Et tout est comme ça, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté de puissance des élites occidentales se heurte aux rétroactions négatives de sa propre méthode de pouvoir, de sa propre technique d'exercice du pouvoir, qui en fait fait baisser le niveau. Fait baisser le niveau dans la population, c'est-à-dire au sein de la population traitée comme un outil, mais fait baisser le niveau aussi dans les élites. Comme on voit bien que le quotient intellectuel est très faible, en fait, que ce soit Macron ou d'autres, quoi. Macron est quelqu'un de rusé, donc c'est un bon acteur. Donc il a une intelligence psychologique, c'est ce que les Grecs appelaient la métisse, M-E-T-I-S, aucun rapport avec le métissage. Mais bon. Mais on voit bien, je veux dire qu'il a encore une capacité de communiquer, voilà. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y a plus rien derrière. C'est juste une façade. Mais quand on voit, dans d'autres partis, notamment LFI, là, c'est carrément idiocratie. Je veux dire, c'est des gogoles, c'est des débiles légers, quoi. Donc là, en fait, il n'y a plus aucune possibilité, en fait, d'exercer le pouvoir de manière efficace. Parce que tout simplement, il y a trop de rétroactions négatives, et qui ne sont pas gérées, en fait. Parce que le problème, c'est que pour en fait que ça redevienne efficace, ça supposerait que la population, elle, reprenne sa conscience réflexive. Et donc, en fait, le pouvoir se retrouverait avec des gens intelligents en face de lui. Et c'est pas son but non plus. Vous voyez, alors le problème, c'est ça, c'est que quand vous avez besoin de faire baisser le niveau dans la population, il y aura des conséquences.
Les conséquences, c'est que tout, vous ne pouvez plus ensuite vous appuyer sur cette population pour gérer efficacement le système. Donc alors je suis pas le seul à travailler là-dessus. Il y a Nick Land, le philosophe là, britannique, qui fait partie là, de la mouvance des Lumières obscures, Dark Enlightenment, qui s'intéresse à la cybernétique et qui parle de ça. En fait, il dit voilà, aujourd'hui, et alors lui, donc il se place comme un peu disciple de Deleuze, et il dit il faut aller jusqu'au bout. Pour ça, il est considéré comme un des penseurs de l'accélérationnisme. Donc, aller jusqu'au bout des rétroactions négatives du capitalisme. Voilà, pour pour essayer en quelque sorte de trouer l'écran. En fait, pour essayer d'aller plus loin que la société du spectacle et pour voir. Là, tout ça, je parle pas de Nick Land dans le bouquin, parce que sinon c'est un chapitre entier, quoi. Le mec a beaucoup travaillé, mais en fait, c'est cette notion. Je pense que il faut vraiment s'approprier cette notion de rétroaction négative, c'est-à-dire en fait d'effet boomerang, pour savoir, pour le traiter, pour nous justement, pour ne pas en être victime, comme le pouvoir lui-même est victime de ses propres effets boomerang. Donc ça c'est la conclusion un peu à rallonge, mais je suis désolé, excusez-moi, mais non, au contraire, c'était une joie, Lucien. Je vous remercie, chers auditeurs. Merci également de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce livre si passionnant de Lucien Cerise, Comprendre l'ingénierie sociale, aux éditions Contre-Culture, 138 pages, 13 €. Chers amis, si vous voulez soutenir le travail de résistance et de réinformation que nous faisons, vous pouvez contribuer au financement participatif. Merci de votre attention et à bientôt.